Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, l'inaction climatique. Cet épisode est consacré à un sujet un peu plus sérieux que d'habitude. Nous allons chercher à comprendre les phénomènes qui se cachent derrière l'inaction climatique de nos concitoyens, des entreprises et de nos politiques. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Mélusine Bounfaller, qui travaille au laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de l'ENS Paris, et qui s'intéresse notamment à la façon dont les individus s'adaptent à la quantité de ressources disponibles dans leur environnement, et comment notre cognition sociale influence les comportements pro-environnementaux. Elle a accepté que j'utilise ses travaux pour cet épisode, et je l'en remercie vivement. L'inaction climatique. Qu'est-ce donc, et pourquoi est-ce incongru ? L'inaction climatique se définit comme l'absence d'action climatique, autrement dit l'absence de mesures politiques ou de comportements permettant d'arriver à une société décarbonée. Quelques exemples pour appuyer le propos. De nouveaux projets pétroliers et gaziers sont régulièrement annoncés. Le trafic aérien continue d'augmenter et de dépasser les statistiques de 2019 avec 134 386 vols commerciaux enregistrés le 6 juillet 2023, un record. Ou encore les ventes de SUV qui ont été multipliées par 7 en 10 ans, prenant des voitures toujours plus grosses et toujours plus polluantes. Pourtant, de l'autre côté, la conscience climatique progresse toujours plus parmi les citoyens et les preneurs de décisions, et la science est elle-même de plus en plus précise sur ces données. Il y a donc bien un paradoxe. Les solutions sont connues, les conséquences de l'inaction sont aussi connues, grosso modo, rendre la Terre quasi inhabitable d'ici la fin du siècle. Et pourtant, on ne fait rien. Pourquoi ? Voyons voir 6 mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer l'inaction climatique. Le premier mécanisme à observer est qu'il est difficile de comprendre et de mesurer ce qu'est le dérèglement climatique. Quand vous allez chez le docteur et que l'on vous dit que vous avez pris 10 kilos en trop, ou que l'on dit que l'espérance de vie diminue de X années à cause de la pollution atmosphérique, ça nous parle. Quand on dit que la France a émis 408 millions de tonnes de CO2 en 2022, ce serait des milliers ou des milliards de tonnes à la place, le ressenti qu'on aurait de ce chiffre serait plus ou moins le même. Autrement dit, lorsque l'on parle climat, il y a souvent trop de chiffres et on ne maîtrise pas les ordres de grandeur. De plus, les chaînes causales sont assez compliquées. Si je vous dis de faire du sport pour votre santé, le résultat est assez visible et direct. Si je vous dis d'arrêter d'acheter des vêtements fabriqués en Chine, notamment parce qu'ils sont fabriqués avec de l'électricité provenant de centrales à charbon qui elles-mêmes polluent, le résultat est clairement plus loin que l'action. Plusieurs solutions pour pallier à cela. Tout d'abord, on peut utiliser des ordres de grandeur compréhensibles par notre cerveau néophyte. Exemple, en sachant qu'un Français a une empreinte carbone d'environ 9 tonnes de CO2 équivalent par an, et qu'il faudrait la réduire à 2 tonnes de CO2 équivalent, on voit bien plus clairement la marche à franchir. On peut aussi agréger les données pour aider à la prise de décision. On pourrait mettre en place un carboscore sur les produits achetés, sur le même principe que le Nutri-Score. Second mécanisme qui complique la mise en œuvre d'actions climatiques, c'est que les conséquences sont trop loin, à la fois dans le temps, on parle souvent des stratégies des pays pour 2050, ou de ce à quoi pourrait ressembler la Terre en 2100, et dans l'espace. Les incendies en Californie, ou les inondations au Bangladesh, ça n'intéresse pas tant que ça le Français ou la Française moyen. Il faut donc donner des exemples qui concernent les gens directement. Par exemple, à Paris, il y avait en moyenne 13,6 jours avec une température supérieure à 30 degrés en 2010. On passera à 19,7 jours en 2030, à 21,8 jours en 2050 et à 34,1 jours en 2085. Quasiment 3 fois plus. Troisième point. L'humain a la fâcheuse tendance d'être flemmard et à minimiser son effort. Par exemple, si la boulangerie la plus proche de chez vous est à 10 minutes à pied, la plupart des personnes vont prendre la voiture pour gagner ne serait-ce que quelques minutes.
Si un de vos équipements est cassé, et qu'il est compliqué de le réparer parce qu'il faut le ramener chez le réparateur, se fournir en pièces détachées, etc., l'individu lambda trouvera souvent plus simple de le jeter et d'en racheter un neuf. Alors, comment faire pour diminuer l'effort et inverser la tendance ? Eh bien, il faut simplement que l'effort passe du côté de celui qui veut continuer son comportement carboné. Lorsqu'on organise un repas pour plusieurs dizaines d'invités, par exemple à un mariage ou à une conférence, si le menu de base était végétarien et qu'il fallait demander pour avoir une option carnée, beaucoup de gens se contenteraient d'un menu sans viande. Même principe. Si le contrat d'électricité par défaut était pour de l'électricité verte, un certain nombre de clients ne feraient pas les démarches pour passer à un contrat classique. Quatrième raison freinant l'action climatique. La recherche d'un statut social a plutôt tendance à mener vers des comportements carbonés et polluants. Pensez à tous ceux qui rêvent d'avoir une voiture de luxe, symbole de réussite sociale, alors qu'elle polluera énormément. À côté de ça, celui qui invite chez lui et propose un repas sans viande, ou qui part en vacances à quelques heures seulement de chez lui, pourrait être considéré comme un radin, et donc vu négativement par la société. Pourtant, son repas n'en sera pas pour autant moins bon, ou ses vacances moins dépaysantes. Alors, comment faire ? En tant qu'animal social, nous avons toujours cherché à nous comparer aux autres. Mais nous allons devoir changer les bons élèves à mettre en valeur pour valoriser les comportements écologiques. Par exemple, celui qui n'arrosait pas sa pelouse dans le passé pouvait passer pour un négligent. Il devra maintenant passer pour quelqu'un permettant d'économiser de l'eau à la société. Le cinquième mécanisme a lui aussi à voir avec les normes sociales. Nous avons tendance à faire comme les autres. Si tous vos voisins ont une piscine, vous allez vouloir une piscine. Si tous vos amis changent entièrement de garde-robe chaque année, vous allez potentiellement faire de même. Le mécanisme psychologique derrière ça, c'est que notre cerveau se dit que si une majorité suit un comportement, c'est certainement une bonne idée et nous devrions en faire de même. Petit problème, les actions climatiques sont souvent peu visibles et donc on a moins tendance à les suivre naturellement. Ce n'est pas en croisant quelqu'un dans la rue que vous allez savoir si cette personne est végétarienne, a fait rénover son logement ou a diminué sa consommation d'eau. Pour contrer ceci, il faut donc rendre ces comportements écologiques plus visibles. Par exemple, parler plus souvent aux informations de l'augmentation de la part des logements dont le diagnostic de performance énergétique s'est amélioré. On peut aussi citer un exemple américain. Pour inciter les gens à aller voter, ceux qui ont déjà voté reçoivent un petit sticker « J'ai voté », rendant ce comportement visible. Ou encore l'exemple anglais, où les voitures électriques ont des plaques d'immatriculation différentes avec une bande verte. Dernier levier qui favorise l'inaction climatique, le sentiment de manque d'équité dans les efforts à fournir. Pour que l'on consente à faire des efforts, il faut que l'on considère que cela est juste et équitable. D'autant plus que, même si les bénéfices sont collectifs, les efforts à mener restent individuels. Or, cette notion d'équité va aussi dépendre de la situation de départ. Par exemple, certains pourront considérer qu'il est injuste de retirer des voies de circulation aux voitures, car cela entraînera plus de ralentissement pour les automobilistes, et ils seront donc désavantagés par rapport aux cyclistes. Mais cela ne prend pas en compte la situation de départ. Par exemple, à Paris, 50% de l'espace public est dédié à la voiture, mais seulement 30% des Parisiens possèdent une voiture. Autre cas, je suis obligé de parler des jets privés qui ne sont toujours pas interdits. D'ailleurs, on voit souvent des commentaires sur les réseaux sociaux du type « Content de boire dans une paille en carton pour que Jeff Bezos puisse continuer à utiliser son jet ». Ce genre de ressenti peut mener à de la démotivation et à de l'inaction. Pourquoi faire des efforts si les autres ne font rien ? Il est donc très important de réfléchir à l'acceptabilité sociale des mesures et en consentement à la perte de confort lorsque des efforts sont demandés à chacun. Pour finir, je tiens une nouvelle fois à remercier Mélusine Boonfaller. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille son site internet et son article scientifique Leveraging Social Cognition to Promote Effective Climate Change Mitigation. Enfin, un mot d'espoir. Même si les changements de mentalité et de comportement ont l'air insurmontables,
N'oubliez pas que c'est en commençant petit à petit que l'on y arrivera. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.